Hello Aline, je suis ravie de se recevoir aujourd'hui sur cet épisode. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, très bien. J'ai l'impression qu'on est déjà en train d'enregistrer depuis un quart d'heure parce qu'on a commencé notre blabla toutes les deux, mais il est temps d'allumer la caméra et d'y aller. C'est ça, eh ben on est dedans, on est là. Et je te présente quand même, parce que tu te présenteras aussi avec tes mots. Mais Aline, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y en a peu quand même, j'imagine, c'est la voix et la fondatrice de... The Bee Boost et du podcast Je peux pas, j'ai business. Qui a fait quand même plus de 4 millions d'écoutes. Incroyable, bravo. Et Merci. Aline, aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs à développer leur activité pour qu'elle soit rentable, en ligne ou pas qu'en ligne. Bah pas qu'en ligne finalement, alors c'est beaucoup en ligne parce que c'est mon profil tout simplement, mais je peux avoir aussi bien des architectes, des décoratrices intérieures, des coiffeuses, des salons de beauté, c'est vraiment hyper diversifié. Et depuis combien d'années maintenant ? Depuis 6 ans maintenant. Ok, donc on est là pour discuter des vrais sujets, 6 ans, 8 ans, on va pouvoir rentrer dans le vif. Déjà, si tu auras envie de te présenter, mais moi j'ai envie de connaître la femme, pas l'entrepreneur, qui est Aline. Oh là là, c'est tellement difficile cette question, c'est tellement plus facile de se présenter comme une entrepreneur. Alors je dirais que Aline, à l'heure actuelle, donc on est fin 2025, à l'heure actuelle on enregistre cet épisode, elle a fait pas grand-chose en dehors de l'entrepreneuriat parce qu'elle est passionnée par son métier, mais elle aime beaucoup faire du pilates, c'est ma nouvelle passion. Elle est très amoureuse de son chéri, elle habite à Nice, entre Nice et Paris. Et à part ça, je sais pas trop quoi te dire. J'aime bien manger. Ah, ça c'est important. Alors là, il faut qu'on fasse une pause. Manger, c'est la vie, c'est la base. Voilà, dites-nous dans les commentaires aussi si vous pensez la même chose. Mais Donc quand on veut t'envoyer des cadeaux ou te faire un cadeau, on t'invite dans un bon restaurant, on passe un bon moment, on rigole et t'es la plus heureuse. Vous me soudoyez avec une boîte de chocolat, même un chocolat, donc il n'y a pas de problème. Ah, ça va, ça sera facile. Un chocolat, c'est pas très parti. regardante. Ok, ça me va. Ok, bah écoute, aujourd'hui, j'avais envie qu'on échange sur un sujet qui n'est pas forcément lié uniquement à un contexte et à cette année, qui est une année 2025, une année 9 pour ceux qui sont pas au courant. Je vais quand même faire une petite introduction là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui se sont posés des questions. Ah oui, je veux bien, parce que moi, quand tu m'as pitché le brief d'aujourd'hui dans ton WhatsApp, tu m'as dit oui, 2025, année 9. Et ça s'est arrêté là et je me suis dit peut-être qu'il y a eu une correction automatique de son clavier. J'ai pas compris, donc je veux bien l'explication. Ok. Alors, il faut savoir que chaque année, il y a son animal. Dans tout ce qui est nouvel an chinois, à chaque fois, au mois de février, on change. Oui. Et là, cette année, c'était l'année du serpent. Le serpent, il est là pour muer. Il est là pour se débarrasser de ce qui ne doit plus exister, d'une peau, d'une ancienne identité. Et on sent aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, dont moi-même, et toi-même peut-être, on verra avec toi, on sent qu'on est en train de muer, de lâcher cette ancienne identité qui ne doit plus exister dans l'entrepreneur qu'on désire devenir, même dans la femme qu'on désire devenir. C'est pour ça que cette année spécifiquement, on a vu beaucoup de couples qui tenaient pourtant bien se séparer. Oh, c'est vrai ça. D'entrepreneurs fermer complètement des entreprises qui généraient même parfois des milliers d'euros. On a vu des revirements, mais moi qui m'ont limite choquée de me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Est-ce qu'on est en train de s'effondrer et c'est la fin du monde ? Alors que moi, habituellement, chaque fois, quand on me dit l'été ça vend pas, cette année c'est compliqué, à chaque fois je dis mais non en fait, arrêtons d'écouter ça parce qu'on rentre dans ce truc de ah oui c'est compliqué, on pourrit notre mindset et on n'avance plus dans la bonne direction. Force est de constater depuis quelques mois quand même qu'il y a une année un peu compliquée de serpent. Et la bonne nouvelle, avant de te poser la question, c'est qu'en mois de février, on rentre dans le cheval. Le cheval, c'est celui qui est libre, qui galope, qui met en place des nouveaux projets. Donc, on va dire qu'on met notre espoir, ça veut dire que c'est dès maintenant qu'il faut anticiper. Donc là, on galère encore jusqu'en février, et après ça ira mieux. Donc, tu peux te dire que... non, tu peux te dire que justement, à partir d'un espace de joie, d'amour et de foi, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus, de se dire, je suis déjà en train de semer les graines du futur. Donc, toi, ma question, c'est justement par rapport à ce que tu observes, parce qu'on n'a pas forcément le même entourage, les mêmes amis. Est-ce que tu sens qu'il y a du changement dans le marché et qu'on est dans un marché qui se contracte ? Oui, totalement. Je n'ai pas toutes les explications du pourquoi, du comment, mais je pense que même économiquement, si on regarde la situation, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, mais le Covid, pour tous nos métiers en ligne, a été plutôt une bénédiction. Il y a tellement de business et de personnes et d'entrepreneurs qui ont réussi à se lancer, à construire des empires pendant cette période-là, donc c'était
très cool. Et en fait, depuis 2023, on observe une baisse de ça. Et là, vient se rajouter un petit peu tout l'aspect crise économique, politique, le climat qui est très anxiogène, les gens qui ont peur aussi. Et en fait, on observe vraiment une grosse baisse, une contraction du marché. Il y a une montée de la concurrence aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est génial. Puis on l'a tellement répété pendant des années que maintenant, tout le monde se lance. Donc, forcément, oui, moins de demandes, plus d'offres. Donc oui, ça se contracte. J'ai envie de faire un parallèle avec l'IMO qui, aujourd'hui, affole un petit peu tous les gens qui travaillent dans l'IMO parce qu'ils se disent, en fait, normalement, l'immobilier ne baisse pas. Mais là, pour la première fois, depuis un an, ça baisse, quoi. Et j'en connais plein qui sont pas très à l'aise avec la situation. Et selon toi, donc tu l'as dit, ça vient du marché économique, de la situation. Je pense que ça fait peut-être stresser tout le monde. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit des personnes, je trouve de mon côté, mais j'ai envie de savoir toi aussi, qui se disent j'ai plus envie d'investir sur des gros programmes long terme, ou à l'inverse, il y a des personnes qui continuent à investir dans ce mindset de mais en fait moi je veux me développer et c'est pas quand le bateau il coule que je dois quitter le bateau, le navire. Comment tu vois les choses par rapport à ceux qui investissent aujourd'hui il y a beaucoup de questions dans ma question, mais entre des entrepreneurs qui continuent à signer, tout va bien pour eux, et d'autres entrepreneurs qui sont en train de se prendre de plein fouet un marché un peu plus tendu en ce moment? En fait, je pense qu'il y a un peu double peine, double coup près. Déjà, du côté de ceux qui achètent, aujourd'hui, on a une hyper spécialisation du marché, c'est-à-dire que maintenant, les gens ne veulent pas se former auprès de généralistes, ils veulent se former auprès de gens très spécifiques. Et je le vois, moi, à mon échelle, où je formais tous les entrepreneurs, j'avais vraiment de toute typologie, des gens du digital, des gens du physique, des gens du service, des gens du produit. Enfin, j'avais vraiment plein de profils différents. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui me disent moi, je viens pas dans ton programme ou dans tes accompagnements parce que j'ai choisi un coach business spécialisé dans les thérapeutes. J'ai choisi un coach business spécialisé dans l'artisanat. Et donc, on voit qu'il y a une hyper segmentation du marché et en vrai, je le comprends tout à fait, les gens se dirigent vers des personnes qui sont ultra experts sur leur niche ou leur profil. Donc, d'un côté, il y a ça qui joue. Et de l'autre côté, moi, je vois plein d'entrepreneurs qui se sont lancés récemment, qui cartonnent, qui sont en voie de développement, pour qui ça se passe très bien. Et tu as des personnes comme nous, qui sont là depuis un peu plus longtemps sur le marché. Et on se dit, nous, ça se contracte. Et donc, la question à se poser, c'est pour qui est-ce que ça se contracte? Et moi, je pense que ça se contracte pour les généralistes, comme nous. Et je pense que ça se contracte aussi pour des personnes qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, où on va pas se mentir, moi je le vois chez tous les collègues qui sont lancés en même temps. En fait, il y a une fatigue qui s'installe parce que la hype des 2-3 premières années, elle est redescendue, on fatigue, on vieillit aussi. Enfin, il y a des moments aussi, on a un peu poncé notre sujet, vraiment ce truc de je mange, je bois, je respire mon business, on a envie de construire autre chose à côté. Et donc je pense qu'on est aussi, c'est pas moins investi, mais on a moins ce feu qui faisait que toute notre énergie est dans notre business et que du coup, il y a un renouvellement, j'y arrive, presque générationnel qui se fait. Et c'est normal, en fait, c'est vraiment le cycle des choses, mais je pense que c'est ça aussi qu'on sent. Ah, c'est marrant que tu le dises comme ça. Moi, effectivement, je vois le renouvellement, mais je voyais le renouvellement en tout cas dans mon cas, parce que toi, il me semble quand même que tu t'es réinventé, que tu t'es réadapté, tu as bougé des choses, tu vois. J'essaye. Et là, c'est plus ça que je sens, parce que d'un côté, on a envie d'avoir quand même quelqu'un qui est là depuis 6 ans, 8 ans, qui a de l'expérience, qui a vu passer, mais c'est vrai que, comme tu dis, on a peut-être quand même un peu moins ce feu des 3 premières années, mais dans nos programmes, les modèles, de mon côté, je vais parler que de mon côté, les modèles qui m'ont permis de réussir en termes de modèles de vente ou de formation, comme tu dis, il y a un côté, comme on discutait avant l'épisode, pour moi, il y a peut-être un côté un peu has-been sur certaines choses, et en même temps, c'est tendance, ça marche, ça fonctionne, parce qu'on a des clientes qui y arrivent, mais les formats qu'on proposait ou la façon de le proposer, on sent que les gens aujourd'hui ont envie d'autre chose. J'ai une sensation d'une envie de picorer, d'une envie de goûter, d'une envie de... Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, au picorage. Est-ce que les gens ont moins envie de s'engager, tu penses, aujourd'hui ? Je pense que les gens aujourd'hui voient moins l'intérêt de s'engager dans une formation. Enfin, si je me base sur nos 2 exemples, je crois qu'à peu de choses près, on est sur les mêmes tarifs et sur des programmes qui durent plusieurs mois. Donc moi, c'est 3 mois, toi, c'est 6 mois et 9 mois. 6 mois et 9 mois. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, c'est même plus une question de je veux investir ou je veux pas investir, j'ai moyens, j'ai pas les moyens. C'est trop long. Tu vois. Et ils préfèrent acheter plusieurs formations, mais de 30 jours ou de 15 jours ou même instantanées, mais qui résout un problème très spécifique,
que des programmes d'accompagnement très généralistes où nous, on connaît évidemment les bénéfices, mais les gens, en fait, ils veulent pas re-signer pour une année à l'école, quoi, si je dois caricaturer. Oui. Et moi, les personnes que je vois cartonner en ce moment sur le marché, c'est des personnes qui proposent des programmes qui résolvent un problème très spécifique. Ça peut être faire décoller son compte Instagram, ça peut être apprendre à négocier ses tarifs, ça peut être décrocher des opportunités presse, médias, travailler ses relations, son image, son personal branding, etc. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je ressens vraiment que sur un gros truc généraliste où tu as beaucoup de choses à mettre en place et puis qui s'interconnectent et tout, il y a moins de motivation, en fait, à s'embarquer là-dedans. Tu vois, c'est marrant parce que moi, il y a 4 ans de ça, quelqu'un m'avait proposé en me disant, tu vois, ton académie, tu coupes des petits bouts. Un peu ce que tu dis. Tu prends des petits bouts, tu fais des petits bouts. Et moi, dans mes valeurs, c'était impossible. J'étais là, mais comment ça ? Ça veut dire que les personnes, je vais juste leur dire, voilà ton client idéal. Mais oui, mais derrière, tu sais pas comment faire ton offre, comment la vendre, comment... Et comme quoi, c'est intéressant parce que souvent, le business qu'on a construit, le modèle ou l'offre qu'on a construit, ça part souvent de nous. Et moi, quand on m'avait dit ça, je m'étais dit, mais non, mais c'est leur mentir, leur dire, voilà ton client, mais si t'as pas la suite, tu fais quoi ? Et parfois, je pense que ça peut être bien en première leçon de... Je dis pas qu'il faut aller à l'inverse de ses valeurs, mais de pouvoir aussi avoir la vue, aujourd'hui, peut-être, on va voir avec toi, avoir la vue de l'entrepreneur qui, lui, se dit, comme tu as dit, j'ai peut-être besoin de ça et pas de la suite, en fait. Ouais, et accepter qu'on n'est pas responsable. Ouais. Et toi, justement, ça serait quoi tes conseils aujourd'hui ? Peu importe, on ne parle pas forcément de cette année, on parle en général, un entrepreneur qui traverse une période plus difficile, moins de ventes, c'est moins fluide. Qu'est-ce que tu conseillerais, soit pour anticiper une petite crise ou une période de crise, soit je suis dans une crise, si ça t'est déjà arrivé, toi, qu'est-ce que je fais ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut déjà dédramatiser la crise, parce que moi, pendant très longtemps, j'avais cette courbe en tête de la maturité d'une entreprise, où tu vois, je suis un challenger, mon entreprise, elle monte et tout, et une fois que tu es arrivé au sommet, en fait, tu arrives à ta phase de maturité, et après, tu rentres dans l'obsolescence, et là, il y a 98% des entreprises, aussi successful soient-elles, qui crachent, et moi, j'étais en train de me dire déjà, ça y est, je suis obsolète, c'en est fini de moi, mon temps sur le marché est révolu et tout. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser ça et se dire, c'est le signe qu'il faut se réinventer, faire les choses différemment, mais c'est pas le signe que ça y est, ça en est fini de moi, j'appartiens à l'ancienne génération et plus personne ne voudra de moi, parce que j'en vois beaucoup qui ont ce réflexe-là. Je pense que la première chose j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, mais c'était trop cool. Je pense que la première chose à mettre en place, c'est déjà de se questionner sur c'est quoi les besoins du marché aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé vs le temps où moi j'exerçais. Quand toi et moi, on a monté nos programmes, les gens, il n'y avait pas encore l'IA. Alors, on est aussi vieille que ça. Il n'y avait pas l'IA à l'époque. Oui. Les gens, ils n'avaient qu'une envie, c'est qu'ils voulaient un système complet. Ils voulaient comprendre, ils voulaient des connaissances, ils voulaient ingérer de l'information, ils aimaient apprendre, etc. Aujourd'hui, les gens sont saturés d'informations, d'apprentissage. Ce qu'ils veulent, c'est le chemin le plus court pour aller de A à B. Ouais. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un B. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un résultat. C'est pas « je t'apprends l'entrepreneuriat »,« je t'apprends à faire tourner ton business », c'est « je t'apprends à décrocher tes 5 premiers clients en 30 jours »,« je t'apprends à générer tant de chiffre d'affaires »,« je t'apprends à décrocher X collaborations avec de très grandes marques »,« je t'apprends à faire tant de portée de visibilité sur tel réseau social ». C'est un résultat concret. Et là, les gens, ils veulent le chemin le plus court. C'est-à-dire ils veulent qu'on tranche, nous, avec notre expertise, toutes les informations qu'on peut avoir, qu'on enlève tout ce qui peut être secondaire, superflu, et qu'on se concentre sur « Ok, tu vas y arriver le plus vite possible et je t'y emmène avec mon expertise, je t'évite les erreurs les plus courantes et tout. » Et ça, pour nous, ça veut dire repenser toute notre pédagogie, parfois remettre en question certaines convictions, parce que toi et moi, on est pareil là-dessus. On aime aller dans la dentelle. On aime ouvrir 5 portes en disant ça, c'est la voie la plus facile, mais il y a tel cas et il y a telle exception. Et si tu te sens pas à l'aise avec ça, tu peux aussi faire comme ça. Il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut qu'on dise c'est ça, point, vas-y. Et en fonction, on itère, toi et moi, et on pourra trouver des voies, d'autres voies si jamais il y a besoin. Donc, c'est comprendre en fait ce qui fonctionne sur le marché. Et du coup, la dernière chose, c'est aussi comprendre quelles sont les tendances du moment. Qu'est-ce qui fonctionne ? Nous, c'est en termes de pédagogie, mais pour n'importe quelle autre personne qui nous écoute, ça peut être dans son industrie, en fait. Et moi, une chose sur laquelle j'ai mis le doigt, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas juste apprendre. Ils veulent ce qu'on appelle soit du done for you, soit du done with you. Ils veulent soit qu'on fasse pour eux, donc ça, c'est les prestataires de services, je fais ton site internet pour toi, soit ils veulent du done with you, c'est-à-dire je fais avec toi. Par exemple, dans un programme business, ça pourrait être « Ok, je suis ton coach de business, tu fais ton planning éditorial et puis je le check avec toi et je le corrige. » Et c'est pas juste « Je te délivre la méthode pour faire ton planning éditorial et derrière, tu te démerdes. » quoi.
Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est peut-être de regarder où est-ce qu'on en est par rapport aux conseils. C'est-à-dire que c'est que mon avis là-dessus, mais des entrepreneurs qui débutent, effectivement, le fait qu'on ait voulu parfois laisser plein de possibilités, parce que pour moi, un être est complexe, un être a ses ambitions, a ses valeurs, a sa personnalité. Il y en a qui veulent faire 1000, il y en a qui veulent faire 10 000. Donc effectivement, tu as raison, on avait ce côté, et moi j'avoue, je l'aime encore, je le garde encore, mais ce côté, comme tu as dit, voilà toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Mais c'est vrai que quand on débute, trop de possibilités. On a des clientes souvent qui ont 10 000 idées à la seconde, qui veulent tout goûter, tout essayer, qui ont peur d'aller à la vente. Donc c'est parfois plus intéressant d'aller tenter plein d'autres choses. Par contre, tu vois, pour des entrepreneurs qui font déjà de l'argent, déjà des ventes, qui ont déjà testé plein de modèles, plein de choses, je trouve encore intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de leur laisser la possibilité justement de, voilà les pistes qu'il existe, parce qu'elles sont aptes à se dire j'ai goûté, j'ai testé, ça j'ai pas aimé, ça j'ai aimé, et à ouvrir d'autres horizons. Donc c'est pour ça que je reprécise, parce que selon la coach, toi, moi ou d'autres, et selon votre niveau, tous les conseils sont à prendre avec son niveau, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais ok. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu conseillerais à quelqu'un qui, là, tout de suite, se dit, mais en fait, je rigole. C'est la merde. C'est la merde, c'est la crise. Moi, je dis toujours, alors, regarde si tu as tes règles et regarde où en est la pleine lune. Si ces deux-là, c'est pas le cas, tu es peut-être en crise, effectivement, c'est peut-être la merde. Est-ce que tu vois 2, 3... On va faire une par une. Tiens, une chose déjà à regarder, à mettre en place. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Je pense que quand on arrive en période de crise, c'est pas un truc qui nous tombe dessus du jour au lendemain, sauf cas Covid, confinement, où là, ça nous tombe dessus du jour au lendemain, on s'y attendait pas. Mais c'est quelque chose qu'on peut anticiper, qu'on peut voir, qui met quelques semaines, voire même quelques mois à s'installer. Donc, c'est là où ça me fait rire l'exemple, est-ce que tu as tes règles, est-ce que c'est la pleine lune ? En fait, si la crise, elle dure qu'une semaine, c'est pas une crise, quoi. C'est juste les hauts, les bas de l'entrepreneuriat, du corps humain, etc. Donc, je pense que c'est observer une tendance sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pour ça, alors... Le discours n'est pas sexy, mais il est très efficace. On surveille ses stats. Voilà, on ne surveille pas son intuition. On peut s'en servir comme boussole, mais toujours en backup avec des statistiques, avec des chiffres, parce que déjà, parfois, ça nous aide à détecter une tendance à la baisse sur certains aspects on n'avait pas vu venir. L'exemple numéro 1 qui me vient en tête, c'est que parfois, moi, j'ai eu des baisses sur mes réseaux sociaux, mais comme j'avais toujours plein de DM et que j'avais l'impression que mes posts marchaient bien, je faisais pas gaffe. Mais en fait, si je regardais vraiment l'engagement global que je pouvais avoir, oui, il y avait une baisse, tu vois. Donc, regardez ces chiffres. Ouais, côté très... tu me donnes un exemple comme ça d'une cliente que j'ai eue en mentoring il y a quelques jours. C'est la crise, rien ne va, ça se trouve mon business va s'arrêter. Et là, je lui ai dit, ok, là c'est émotionnel, on va faire du factuel. Et là, j'ai repris avec elle, t'as ça. Ah bah oui, mes bêtas sont en cours. Ah bah oui, j'ai signé 10 clientes. Ah bah oui, mon 3e livre sort. Je dis, excuse-moi, elle est où la crise ? On la cherche. Elle est de quel côté ? Lourde, c'est là-bas, la crise, c'est là-bas, toi, t'es où ? Et là, elle me dit, mais non, en fait, t'as raison, ça va. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui a créé cette urgence ? Et nous, les femmes, on a beau dire ce qu'on veut, donc je nous mets dans le lot, mais on est quand même très émotionnels. Oui. Et il suffit que ça aille mal dans notre couple, dans notre vie privée, tout prend. Je sais pas, tu vois, tout prend. Et elle est arrivée avec ça. Et quand on reprend le merci, les chiffres et le factuel, t'en es où ? Qu'est-ce qui va pas ? Et peut-être à cet endroit-là, et comme ça, je vais te demander une autre astuce si tu en as une autre. Je te laisse te préparer. J'ai envie d'ajouter en parlant de chiffres le 20-80. Je vois des personnes qui vivent une crise. Dans la crise, dans la panique, dans la non-respiration et dans vite, il faut que j'ai une solution, elles mettent en place des nouveautés. Et moi, à l'inverse, en tout cas, tout ce qu'on dit ici, que ce soit Aline, que ce soit moi, prenez ce que vous voulez, jetez ce que vous ne voulez pas. On ne dit pas qu'on a la science infuse, mais... Dans le 20-80, c'est qu'est-ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que tu peux amplifier pour mettre ton énergie vraiment là où c'est utile ? Parce que je te dis, j'en vois plein, je lance ça, puis je teste ça. Puis... Elles partent dans tous les sens. Et à la fin, pour ça, de résultats, parce que ça va mettre du temps à ce que ça se voit. Donc, 20-80. À toi, Aline. Autre conseil concret, je suis en crise. Qu'est-ce qui se passe en dehors de mes chiffres ? Ça va aller un petit peu dans la lignée de ce que tu viens de dire, mais c'était Laila Hormozi, un moment, qui avait fait un podcast là-dessus, justement, et qui partageait, je trouvais ça très juste, qu'il y avait des moments d'expansion et de croissance dans un business,
et que c'est là effectivement où on faisait des nouvelles choses, où on innovait, où on structurait, on recrutait, etc. Et qu'il y avait aussi des moments de contraction ou de décroissance, parce que tous les business sont confrontés à ça, et que c'était pas le moment de partir dans tous les sens, de tester plein de trucs, de cramer de l'argent, de recruter des gens, etc. Et qu'au contraire, fallait se concentrer plutôt sur ce qui fonctionnait déjà, cuter tous les frais non nécessaires, les personnes non nécessaires, les produits non nécessaires, les habitudes non nécessaires, de se concentrer exactement comme tu dis sur le 20-80. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à combattre la crise ou les périodes difficiles par du plus, du rajout, etc. Mais de penser un peu plus intelligemment de qu'est-ce qui marche jusqu'ici sur lequel je pourrais me concentrer. Ou alors, bien sûr qu'on peut innover. On a plein d'exemples d'entreprises qui ont réussi à prendre des virages absolument incroyables, etc. Si j'innove, il faut que je le fasse en conscience. Pourquoi cette direction-là ? Et pas commencer à brasser beaucoup de poussière, quoi. Ouais, très occupée, mais pas productive. Ouais. Et tu as dit quelque chose d'important. On va ajouter un petit détail, la rentabilité. Moi-même, je me suis fait avoir une fois avec une de mes offres où je me disais, en fait, elle marche. Il y a de l'argent qui rentre. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, mais il y a toujours du plus sur le compte. Sauf qu'en réalité, je me suis rendu compte que la grosse machine humaine, équipe, financière, énergie que ça prenait pour ce que ça rapportait, c'était ça. Ouais. Donc peut-être que, comme tu dis, dans ce moment de chiffres, de KPI, de 20-80, une offre qui marche, aller regarder aussi peut-être dans cette période, est-ce que vraiment elle est rentable ? Parce que parfois, on peut aller dans un mur sans s'en rendre compte, quoi. Je pense que ça, c'est très juste. C'est un chiffre que peu d'entrepreneurs, en tout cas parmi ceux qu'on accompagne, connaissent. C'est la marge, en fait. Parce que le chiffre d'affaires, c'est cool. Hors taxe, TVA, tout ce que vous voulez, c'est parfait. Savoir combien rentre, mais combien vous dépensez, c'est quoi votre marge ? Et des personnes, des fois, qui viennent bosser avec moi et qui ont un business qui n'est pas énorme, donc pour moi, pas énorme, c'est en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, qui ont une marge à 5%, je leur dis, mais ça ne va pas la tête, quoi. Tu devrais être à une marge sur du service ou du digital à au moins 30%, minimum. Et donc, surveiller la marge, parfois même plus que le chiffre d'affaires, ça c'est hyper important, encore plus quand on est dans une situation un petit peu complexe en termes de crise ou pas crise d'ailleurs. Tu as dit quelque chose d'important aussi, tu as dit que toute entreprise connaît des hauts et des bas. Et moi-même, tu vois, je me suis surprise à ça. J'étais pas étonnée, tu vois, mais je me disais, quand tu as une entreprise qui grimpe tout le temps, ça peut que grimper tout le temps. Et j'imaginais pas que des entreprises pouvaient connaître des montagnes russes importantes comme ça. Et pourtant, on m'a dit, si, regarde L'Oréal, regarde, il y a des gros groupes en ce moment qui vivent des difficultés, et pourtant c'est L'Oréal, quoi. Enfin, c'est des millions, des milliards ou je sais pas combien. Donc déjà, comme tu as dit, peut-être... cool. Est-ce qu'on est vraiment dans une crise ou dans un passage difficile ? Est-ce que toi-même, sans forcément rentrer dans le détail du quoi, du comment, mais est-ce que toi-même, un jour, tu as connu une contraction ? Et c'est quoi les 3 premières petites actions, donc les chiffres ? On a dit se calmer. Est-ce que c'est une vraie crise, c'est passager ou juste qu'en ce moment, tu vas pas bien ? Est-ce que tu as 1 ou 2 autres conseils à leur donner dans cette période-là ? Je pense que... Alors oui, bien sûr que j'ai connu des périodes comme ça, des petites, puis des un peu plus importantes. Je pense qu'on est pile poil dans une de ces périodes-là, que ce soit toi et moi, on en parlait juste avant, et c'est pas un secret. Je pense que le premier réflexe que moi j'ai eu, c'est de me pencher sur mes chiffres, sur mes coûts, et de dire qu'est-ce que je cut. Que ce soit en termes d'outils, en termes de prestataires aussi, malheureusement. Faut le dire aussi, parce que business is business. Au bout d'un moment, je vais pas... Si je peux cutter des coûts, je le fais. Qu'est-ce qui marche en termes de produits, ce sur quoi je pourrais me concentrer. Et puis aussi, parfois, c'est dans ces moments où malheureusement, enfin en tout cas c'est mon approche, on a une approche un petit peu plus pragmatique, où on fait moins de choses pour faire kiffer notre équipe, nos clients, et un peu plus de choses pour générer du chiffre d'affaires et préserver notre marge. Donc ça peut dire parfois au lieu de faire un super team building dans un hôtel 5 étoiles où tout le monde se fait un spa pendant 3 jours, on va faire notre team building sur Zoom. Et on explique à l'équipe ce qui se passe. Et on dit que cette année, voilà, c'est temporaire, mais on cut ces dépenses-là. Ça peut être... là, j'ai l'exemple cette année sur le séminaire que j'organise chaque année. Historiquement, à la fin des 2 jours de séminaire, on faisait une énorme soirée jusqu'à 2h du mat et tout. Cette année, je ne la fais pas parce que la soirée, c'est 30 000 euros d'alcool et de frais de dépassement parce qu'il y a les salaires de tous les prestataires jusqu'à 2h du mat, la sécurité, les personnes en charge du service et tout. Cette année, on ne fait pas parce que j'ai besoin d'être à flat sur mon événement pour ne pas perdre plus d'argent parce que ma marge est un petit peu grignotée. Donc, c'est faire des choix parfois un peu compliqués qui sont désagréables pour nous, qui peuvent être désagréables pour les gens autour de nous. Mais c'est là aussi où moi-même, je me botte les fesses en disant, en fait, c'est ça notre boulot chez l'entreprise.
C'est littéralement ça, c'est ce genre de décision, c'est ce genre d'observation aussi. C'est pas agréable, mais c'est aussi ça qui forge l'expérience. C'est la posture de leader et de chef d'entreprise, et humainement parlant, en échangeant avec plein d'entrepreneurs, c'est ce qui est aussi le plus difficile, je trouve. C'est pour ça que je trouve intéressant qu'on ait des sujets comme ça ensemble, parce que moi, des fois, j'ai mal au cœur d'entendre des entrepreneurs qui débutent, qui n'ont pas connu ce qu'on a connu en termes des fois d'avoir des équipes de 10, 15 personnes, de devoir arrêter des contrats. Et parfois, il y a le jugement d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça. Moi, je sais que ça m'a beaucoup touchée il y a 3-4 ans, quand j'étais dans les recrutements, dans les arrêts, dans ces périodes-là, de voir des personnes dire « Ouais, mais c'est facile de prendre des équipes, d'arrêter. Ouais, mais c'est facile, toi, t'es à la... » Et j'ai trouvé ça hyper dur quand je voyais ces personnes, tu vois, commenter en me disant, mais vous vous rendez compte de ce qu'on vit humainement parlant, de dire, en fait, j'arrête un contrat, mais ça a jamais été par plaisir. Donc, merci d'en parler, de dire, et à un moment donné, je suis une chef d'entreprise, je tiens un business, c'est pas une assoce à but non lucratif. Il y a des gens dedans, il faut faire vivre tout le monde, et pour nous, c'est un déchirement. Et ça, je trouve qu'on le dit pas assez. On a l'impression que c'est facile pour nous, mais non, pas du tout. C'est des décisions qui demandent, en fait, d'être... on va dire de revenir dans une posture de oui, là je suis chef d'entreprise, je suis pas Aurélie Gauthier ou Aline, je suis Aurélie et je garde mon cap pour mon entreprise. Donc merci de le dire. Toi, tu as toujours tenu tes équipes dans des moments plus difficiles. Tes équipes, ta famille, tiens, qui est-ce que tu tiens au courant en premier, ou comment ça se passe si à un moment donné tu sens que ça va pas, crise ou pas crise, juste une période plus difficile, comment tu gères ? Alors, il y a plein de questions. Il y a à qui j'en parle, comment je gère. Ce que tu préfères. Alors, à qui j'en parle ? Je pense que à mes amis qui sont aussi entrepreneurs. Parce que j'ai pas mal d'amis j'ai de la chance pour ça, qui gravitent dans les mêmes industries, les mêmes cercles que moi. Et donc, toujours, je vais faire est-ce que toi aussi, ça se passe comme ça chez toi ou chez tes clients ? Tu vois, par exemple, j'ai une très très bonne amie, Solène, si tu nous écoutes, je te fais un petit coucou, mais qui est bras droit pour entrepreneurs. Et elle travaille pour des entrepreneurs qui font plusieurs millions par an ou 1 million par an, etc. Et du coup, des fois, j'ai fait sans me dire de non, mais chez tes clients aussi, c'est un peu compliqué en ce moment, ou c'est que moi, tu vois. Et des fois, c'est rassurant parce que on a tous une image sur les réseaux sociaux et peu d'entre nous disent vraiment quand ça va pas, parce que on essaye de dire que ça va bien, personne le dit, on se regarde tous en chien de faïence. Du coup, on a l'impression que ça va bien chez tout le monde, donc on va surtout pas dire que ça va pas chez nous, sinon ça voudrait dire que on est moins bon peut-être. Et en fait, je trouve qu'il y a parfois, même s'il y a beaucoup de gens qui se challenge à ça aujourd'hui, je trouve ça génial, mais il y a parfois un manque de transparence. Et de se rassurer en disant d'accord, c'est pas que chez moi, en fait, c'est la merde chez les 3/4 des gens avec qui j'échange un peu en off, en soum-soum et tout. Déjà, ça rassure de se dire c'est pas moi qui fais mal mon boulot ou qui entreprend mal, mais c'est vraiment ok, il y a une contraction du marché. Mais qu'est-ce qu'on se fait avec ça maintenant ? Donc, c'est plutôt mes amis business. Après, au choix, ça peut être mon mec ou mes équipes. Ça dépend des circonstances. Par contre, avec l'équipe, j'essaie d'être toujours très, très transparente. Tu vois, on parlait tout à l'heure de parfois être obligé de réduire des coûts. Moi, le premier coût que je réduis, c'est mon salaire. Avant de réduire toute autre chose, tu vois, je pense que c'est important de le dire, et c'est des questions de valeur aussi. C'est pas j'augmente mes dividendes ou mon salaire, mais je diminue tel prestataire parce que tu comprends, c'est la crise. Enfin, je veux dire, j'essaye de faire les choses de manière logique et rationnelle, et qui a du sens pour moi. Donc le sens, c'est pas de cuter des frais et de potentiellement pénaliser des gens dans l'équipe parce que je leur supprime des outils ou parce que je leur réduis leur contrat, mais moi derrière continuer comme si de rien n'était. Donc mon équipe, je suis toujours très transparente avec eux. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, il n'y a pas de bonne réponse à ce que je vais te demander, je pense. Mais moi, je sais que la dernière fois que j'ai eu à parler à mon équipe, je me souviens qu'on m'a dit « Non, mais leur parle pas maintenant. Émotionnellement, t'es pas aux meilleures étapes de ton wow pour pouvoir leur parler. » Et moi, je me souviens que sur le coup, je me suis dit mais en fait, on est des humains. Je suis une femme et un humain avant tout. C'est-à-dire là, je travaille quelque chose de difficile. Je vais pas attendre 5 jours pour dire à mon équipe, oui, alors voilà, la situation actuelle. Donc oui, ça peut faire une belle posture de chef d'entreprise, d'arriver avec une voix plus solide qu'à pleurer pendant une semaine avant. Et moi, je me souviens que j'y suis allée au coup. Donc c'était peut-être très vif sur le coup, mais en disant, en fait, je suis au même niveau que vous. Je suis un humain, je vis la même chose. Et comme tu as dit, si ça doit diminuer chez moi aussi. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses qu'on doit se poser la question de se dire, non, en fait, on est le capitaine, donc c'est bien quand même qu'on réfléchisse quelques jours, ou d'y aller parfois dans l'émotionnel quand on a des choses à évoquer à notre équipe sur la direction, sur la vision de l'entreprise ? Alors, ma réponse, elle est un peu entre les deux, mais c'est quand même
de mettre un tampon entre nos émotions et notre équipe, pas parce qu'on veut leur cacher des choses, mais parce que notre rôle, c'est aussi de ne pas leur faire peser nos responsabilités sur les épaules. Si je veux voir mon équipe complètement sous le coup de l'émotion, que je pleure, c'est la crise, on va pas s'en sortir, on n'a plus de marge, etc. Je caricature, tu vois. Mais mon équipe, ils vont prendre peur, ils vont se trouver désemparés, ils vont avoir l'impression que j'attends une solution d'eux, et ils vont se dire, oh putain, si le capitaine du bateau, il flippe, tout le monde à l'eau, quoi, tu vois. Littéralement. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller en mode, oui, tout va bien. Comme ça, tu vois. Et donc, je pense que c'est important de garder une posture de leader. Mais le leadership, ça ne veut pas dire être froid, ça ne veut pas dire être toujours en contrôle, ça ne veut pas dire avoir toujours raison. Mais c'est important, je pense, de juste se poser la question de qu'est-ce que j'attends de mon équipe quand je vais leur parler. Si j'attends d'eux un soutien émotionnel, si j'attends d'eux des solutions, ou quoi, pour moi, ce n'est pas la bonne posture. J'attends de mon équipe peut-être qu'ils soient au courant. J'attends de mon équipe qu'on mette ensemble un plan d'action. Mais je reste quand même en contrôle de mon business et responsable de mon business. Donc, je vois des entrepreneurs parfois qui font des transferts de responsabilité ou qui se disent je vais recruter un consultant, du coup c'est la faute de telle personne dans mon équipe ou alors c'est telle personne qui va me trouver une solution. Bah non, là c'est ta responsabilité, quoi. Ouais, souvent de jeter la patate chaude, elle te revient bouillante. Exactement. Ou le frisbee en pleine poire, ce que tu préfères, quoi. C'est ça. Ok. Dans une période où on se dit tiens, en ce moment, je sens que c'est moins fluide qu'avant, ou dans cette année, ou dans les années suivantes, qu'est-ce qu'il faut qu'on remette ? Je ne sais pas si ma question va être très claire, mais qu'est-ce qu'on peut remettre au goût du jour, ou qu'est-ce qu'on conseillerait à nos entrepreneurs par rapport à nous il y a 8 ans, de faire aujourd'hui pour arriver à avoir des clients, mais avec plus d'humanité, réhumaniser, c'est le premier point. Qu'est-ce qui te vient, toi, sur ce sujet-là ? En cas de crise, faites marche arrière. C'est mon ami Romain Collignon qui disait souvent, quand tu oublies les fondamentaux, eux, ne t'oublient pas. Et en fait, moi, mon premier réflexe, à chaque fois que je sens qu'il y a une friction, qu'il y a un truc qui coince, donc ça peut être un marché plus compliqué, ça peut être un produit qui n'a pas le taux de satisfaction que je voudrais ou autre, la première question que je me pose, c'est OK, revenons à la simplicité, aux fondamentaux. Avant de vouloir complexifier mon tunnel de vente, lancer un nouveau canal d'acquisition, faire plus de ci, etc., la première question que je me pose, c'est client, promesse, offre, résultat. Tu vois, qui est mon client idéal ? Quelle est la promesse avec mon offre ? Est-ce que je suis assez niché ? Est-ce que je suis assez spécifique ? Est-ce que j'ai des garanties de résultats ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Si oui, à quelle échelle ? Parce que si je vends un produit à 10 000 personnes, que j'ai 3 personnes qui ont des résultats, ça ne veut pas dire que mon produit fonctionne, quoi, tu vois. Faut aussi être réaliste par rapport à ça. Et c'était quoi mon dernier point ? Je l'ai perdu. Rentabilité. Ouais. Et vraiment, moi, je me recalibre sur ces 4 piliers. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'améliore ? Qu'est-ce que je coupe ? Qu'est-ce que je simplifie ? Ouais, c'est important. On le prend sous différents angles, mais c'est hyper important. J'ai parfois des entrepreneurs qui me disent « Oh mais non Aurélie, tu sais, j'ai pas besoin de revoir mon offre ou mon client idéal. Enfin, ça va, je fais déjà 5, 10, 20 000, 30 000. » Je dis « Tu sais, toi comme moi, on a déjà fait des millions d'euros et pourtant on revient toujours, même en mastermind ou dans notre vie de business. » Non, on va le redire parce qu'on s'imagine que je l'ai fait une fois. Ah non, je n'y reviens plus. Non. En fait, ça veut dire que limite, tu es mort. Tu n'évolues pas, tu ne bouges plus, ton marché évolue, tu évolues. Donc, accepter peut-être des fois de moins s'accrocher à des choses qu'on veut lâcher, on en parlait au début. Tout à fait. Et accepter aussi que le marché, il change. Donc, est-ce que vous êtes prête à changer ? Comment vous êtes prête à changer ? Et comme on a dit depuis le début, le 20-80. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui... aujourd'hui, a une offre qui marche, a des clients, a envie de passer un palier de croissance. Donc là, on n'est pas dans du coaching parce qu'on n'a personne en face de nous. Mais qu'est-ce que tu lui conseillerais si elle se dit « je ne comprends pas pourquoi je stagne ?» Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place ou regarder en dehors de ce qu'on a dit pour passer un palier ? Donc pour une personne qui stagne, oui. La première chose à regarder, c'est hausser les tarifs. Moi, je dis toujours avant de vouloir scaler, c'est le mot très à la mode qu'on adore. On met d'ailleurs ce qu'on veut dans cette définition-là, mais la première chose qu'on peut faire, c'est augmenter les tarifs. Si on est à un stade où on a plus de demandes que de temps, par exemple, ou d'offres, ou de places disponibles, plutôt que de se dire « Oh là là, je suis contractée, je ne peux pas faire plus, comment je vais faire ? Je vais lancer une nouvelle offre pour ces gens-là, pour les faire patienter. » Non, juste vous augmentez vos tarifs, en fait. Vous allez gagner plus d'argent sans vous prendre plus de temps. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est diversifier en termes d'offres. En créant une offre avant, une offre après, un upsell ou autre. Et puis après, il y a sinon la fameuse structuration recrutée. Ouais, important pour se libérer du temps, de l'espace et arrêter d'être étouffé par des choses qui ne sont pas dans notre zone de génie.
Et si, parce que j'en ai beaucoup qui me disent oui, mais Aline, moi je stagne, mais j'ai pas assez d'argent pour recruter. Alors là, on retombe sur le problème qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui est de la marge. Dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de marge et c'est qu'il y a un truc qui est à revoir. Ok, maintenant qu'on a vu toute la partie moments plus difficiles, moments de crise ou pas de crise, et si on parlait des tendances de la suite, qu'est-ce que toi tu vois de ton côté en termes de réseaux sociaux, de visibilité, qu'est-ce que tu sens qui bouge, vers quoi on va selon toi? Elle est passionnante cette question. J'aimerais avoir une baguette magique Ah et oui. une boule de divination. Mais c'est marrant parce que du coup, je travaillais là-dessus. Tu vois, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus ces dernières semaines dans le cadre de mon séminaire, d'une partie que j'anime et d'un atelier que j'anime. Je pense que la première chose que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que tous les entrepreneurs adoptent une posture de créateur. Personal branding, Oui. création, et parlent comme des créateurs, c'est-à-dire ne parlent pas en termes de contenu éducatif, mais parlent en termes d'expérience, de coulisses, etc. Et donc, je pense que toutes les personnes ici qui nous écoutent, qui font du personal branding ou qui se disent qu'elles veulent faire du personal branding, c'est-à-dire construire une entreprise où l'image, c'est eux, eh ben, il faut qu'on se mette dans la peau d'un créateur et pas dans la peau d'un expert qui va donner des ressources, des conseils, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et je vois tellement de gens qui cartonnent avec cette approche-là. Pareil, tout à l'heure, je parlais de Laila Hormozi qui a fait une croissance de fou sur Instagram cette année parce qu'elle est passée de 500 000 à plus d'1 million d'abonnés en quelques mois. Ok. Alors, oui, on est sur le marché nord-américain et c'est un cas très particulier. Mais si on va regarder ce qu'elle fait, en fait, c'est énormément de personal branding, de coulisses, de stories, de son outfit of the day et autres, alors que c'est une nana qui pèse très lourd, quoi. Et on pourrait se dire, ça, au contraire, elle devrait être très corporate. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, mais ça, c'était déjà le cas, je trouve, début 2025, deviennent des médias sociaux. C'est-à-dire que c'est plus des réseaux, il faut plus s'attendre en fait à beaucoup d'engagement, beaucoup de j'aime, de commentaires. Les gens en fait ne s'engagent plus vraiment sur les réseaux sociaux, ils sont plus là pour consommer, partager et enregistrer. Et je sais pas toi comment tu consommes de l'Insta, du TikTok ou autre. Moi je sais que en fait je like et je commente quasiment plus jamais, sauf quand il y a un mini chat où il faut mettre un mot-clé pour recevoir une ressource. Là je le fais comme tout le monde, tu vois. Mais j'ai beaucoup moins, il y a moins de proximité je trouve, mais c'est ok, hein, c'est juste les façons d'utiliser les réseaux sociaux qui change. Donc, se dire, je suis en train de faire un média avec un côté très authentique, très personnel, très proche de mon audience, mais ça reste quand même une plateforme presque médiatique. Et donc, ne pas attendre beaucoup de connexions. Tu l'as ressenti, toi, de ton côté, ça ou pas? Alors le problème, c'est que moi, je suis peut-être mal placée pour parler de ça parce que moi, j'ai jamais été. On va dire que j'ai répondu aux algorithmes, aux tendances pendant les 3-4 premières années. Et je pense depuis à peu près 2 ans, je me suis énormément dégoûtée des réseaux. Ouais. Non pas pour ce qu'ils sont, parce que les réseaux, pour moi, comment dire que c'est une des plateformes qui nous permet de parler au monde entier et gratuite. Enfin, faut qu'on en parle. On n'est pas boulanger, on n'a pas un local, on n'a pas des matières premières à payer. Enfin, on a une chance énorme de passer notre message au monde, de passer les messages qu'on désire, parce qu'on est chez nous. On est chez eux, mais on est quand même chez nous sur mon compte. Je dis quand même ce que je désire dire. Et pour moi, je me suis, depuis 2 ans, un peu dégoûtée de voir les mêmes trends, les mêmes messages, tout le monde faire pareil. Et aujourd'hui, j'ai pris un parti, je ne sais pas du tout si ça sera le bon, c'est de me dire, en fait, je dis ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux, c'est-à-dire je ne pense plus du tout aux algorithmes, au format, enfin, un petit peu quand même, mais tu vois, je ne suis plus à me dire c'est quoi la tendance, j'ai jamais suivi. Par contre, je vais me dire, ok, c'est quoi le message dans mes tripes, mes convictions, mes valeurs, qu'est-ce que je vis en ce moment? Alors oui, ça ne fera pas des milliers de likes, parce que ça ne répond pas à tout ce que ça doit répondre, mais en réalité, je me suis dit, à un moment donné, si je veux retrouver mon envie de partager et pas l'obligation de faire mes 4 posts par semaine parce que l'algorithme... j'ai envie de dire quoi? J'aurais envie, moi, d'entendre quoi d'une autre femme entrepreneur si j'avais été dans ce cas-là? Et là, j'y vais en mode, voilà ce que je veux partager. Je suis plus là pour les algorithmes, je suis là pour te parler à travers un micro. Tu prends pas, tu likes pas, mais je suis plus du tout... j'ai l'impression que je suis dans une autre sphère et je dis pas du tout que c'est la bonne chose parce que... On verra, mais en tout cas, je sais que j'ai remis du plaisir, alors qu'avant, j'allais valider les posts que j'écrivais ou des posts de community manager. J'étais là, mais en fait, ça me faisait chier. Je les lisais, je me disais, mais c'est nul, moi-même, j'irais pas liker ça. Et un jour, j'ai dit, mais on arrête, j'aurai un post et puis plus rien pendant 1 mois, mais par contre, je suis en story tous les jours. Donc en fait, je pense qu'il faut aller sur ces leviers forts. Qu'est-ce qui nous fait kiffer? Moi, j'adore être en story, parler, communiquer. Tu me demandes de créer des carousels. Et je pense que c'est ça la vraie suite. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et si on revenait à de l'humain, à ce qui nous fait plaisir,
Oui, il y a des stratégies, oui, il y a des règles, mais qu'est-ce qui me plaît? Quel est mon levier fort? Il y en a, ils savent être en live, il y en a, ils savent pas. Il y en a, ils font des newsletters. Pépite, moi, tu me fais faire une newsletter, t'as pas envie de la lire. Et en fait, assumer ça, c'est mettre son énergie au bon endroit, humaniser. On oublie d'humaniser, réseau social, on discute plus, on parle plus avec les gens, tout le monde est pressé de checker sa checklist et de faire ses posts. Je me dis, putain, quand on me dit j'ai que 100 abonnés, ne serait-ce que si tu parlais à tes 100 abonnés, ça se trouve, tu aurais déjà tes 10 prochaines clientes. Ah ouais? Bah oui. Donc non, on pense tunnel, et pourtant j'enseigne ça, je suis pas contre, mais on pense tunnel, on pense tout ça, mais et si on se rassemblait de nouveau? Et si on se parlait? Et si on se laissait un message? Et tu l'as dit, et merci de l'avoir dit aussi, quand toi, tu connais des périodes moins faciles ou moins sympas, tu vas contacter une amie entrepreneur pour lui dire là c'est compliqué, toi tu ferais quoi? Putain, mais on a tellement besoin de ça. Et voilà, donc je suis pas la meilleure pour parler des réseaux, donc je préfère que ce soit toi avec ta façon de voir les choses, parce que moi, la viralité et tout ça, je suis à côté là. Là, je suis dans une autre sphère. Je pense qu'on dit la même chose au final. Quand tu dis je dis ce que j'ai envie de dire et j'ai mis de côté un peu les algorithmes et autres, c'est plus ou moins mon discours quand je dis en fait ça devient nos médias. Et un média, quand tu prends un magazine ou n'importe quel journal quotidien, chacun sa ligne éditoriale, chacun ses convictions, chacun choisit ses sujets, etc. Je suis moins tranchée que toi sur le discours. Je pense que quand on joue le game d'une plateforme comme, mettons, Instagram, il faut connaître un peu les règles aussi oui. pour pas non plus se tirer une balle dans le pied, mais sans en faire une obsession, effectivement, de je vais sauter sur la moindre trend, le moindre hack d'algorithme pour essayer de grappiller 20% de vues supplémentaires. Mais oui, je suis d'accord avec toi de revenir à c'est quoi qui me passionne, c'est quoi qui fait que moi, je suis moi et que j'ai ma voix, ma parole, mes convictions, mes idées, et les partager. Ça, je suis totalement d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus faire sur les réseaux, sur tout ce que tu as? Parce que tu as quand même un super podcast, tu as tes réseaux, tu es beaucoup sur Instagram, tu es aussi sur d'autres réseaux ou pas spécialement? Pas spécialement, du coup maintenant c'est très Instagram. C'est une bonne question parce que je cherche en ce moment un peu ce que j'aime faire. J'aime toujours autant le podcast et je pense que ça restera mon format principal. Mais sur Instagram, ça fait... Avant, j'avais une community manager qui a bossé avec moi pendant 2 ans, avec qui on co-créait le contenu ensemble. Et en fait, quand elle a démissionné, parce qu'elle était salariée, c'était fin 2024, je me suis dit, je reprends toute seule, tu vois, ça va me faire kiffer. Mais en fait, je manque tellement de temps, Aurélie, et du coup, j'ai pas la régularité que j'aimerais avoir. J'ai des centaines d'idées de contenu, de choses que je voudrais créer, mais j'ai pas le temps, en fait. Donc, je pense qu'il va falloir que je recrute de nouveau quelqu'un, si quelqu'un m'entend. Vous nous envoyez un petit message. Voilà, vous me contactez sur Instagram, je recherche activement. Et là, tu es noyé de contenu et de DM et de nouveau. Donc, tu te dis, mince, il me faut quelqu'un pour répondre à mes DM. Si ça m'aide à trouver la pépite. La pépite, ok. Mais ouais, je me cherche beaucoup aussi. Mais comme toi, je suis plus en mode... Je pense qu'aujourd'hui, les gens quand ils veulent consommer du contenu éducatif et du contenu à haute valeur ajoutée, vont se tourner vers des contenus un peu plus longs comme des vidéos YouTube, des articles de blog, des podcasts et l'IA. Je pense que les gens aujourd'hui, quand ils viennent sur les réseaux, c'est plus pour les coulisses, des opinions, des idées qu'ils n'ont jamais vues ailleurs, des tutoriels, des démonstrations, de l'inspiration, du divertissement, mais pas des carousels qui disent 5 moyens de, 5 clés pour, 5 hacks pour, etc. En tout cas, de moins en moins. Oui, puis c'est surtout qu'en réalité, je dis souvent du contenu, soit éducatif, soit de la formation. Il existe des millions et des milliers, YouTube, podcasts, comment trouver des clients. Si le contenu gratuit rendait riche, on serait tous milliardaires, ça aide, ça donne des tips, mais rien ne remplacera, j'imagine que tu es d'accord, le côté quand même accompagnement où on a un regard extérieur, on a du recul. J'aimerais savoir si là, il y avait des millions d'entrepreneurs qui t'écoutaient. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Et là, je te laisse vraiment, je vais essayer de t'aider, carte blanche pour dire, mais c'est quoi les 2-3 choses? Peu importe, ça peut être équilibre de vie, ça peut être business, ça peut être vente, ça peut être visibilité. C'est quoi les 2-3 cartes où tu dis, écoute, là, je ressens que c'est le truc en ce moment que j'ai envie de te dire? C'est dur, hein, quand tu me mets carte blanche, il y a trop de trucs. Là, ouais. J'ai partagé un truc très perso, qui est un peu ce que je traverse en ce moment et qui est un peu ma prise de conscience à moi. Donc on l'a dit, hein, le truc sur les fondamentaux, qu'il faut jamais oublier, le fait qu'en fait on ressasse toujours les mêmes problèmes, etc. La semaine dernière, j'étais en mastermind, donc il faut m'imaginer avec 60 autres personnes qui font toutes minimum 200 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs millions. On passe 2 jours ensemble, on papote, etc. Moi, avant les masterminds, je fixe toujours mes intentions. Je me dis, qu'est-ce que j'ai cherché dans cette rencontre? Je la paye une certaine somme que je ne dirai pas dans ce podcast. Mais voilà, j'ai mis un petit billet sur la table. Je vais pas que pour boire des bières avec les copains. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi, mon intention, c'était, figure-toi,
quel est mon positionnement ? Oh Aline, 6 ans d'entrepreneuriat, 6 millions d'euros générés. Quel est mon positionnement, dis donc, pour faire face à cette crise qui nous tombe dessus ? En fait, on en revient toujours aux fondamentaux. Et du coup, mon conseil, c'est que une de mes prises de conscience, parce que je voyais tout le monde qui tournait avec les mêmes problèmes. Ça va pas trop bien. Soit ça va trop bien et j'arrive pas à structurer, soit ça va pas, il faut que je me repositionne. Parce que c'est toujours les mêmes problèmes. Et en fait, ma prise de conscience et ce que j'en ai retiré, c'est que il faut pas... Alors, je sais pas si tu vas m'aimer de dire ça sur ton podcast. J'aime tout, arrêtons de choisir, arrêtons de chercher de l'alignement de partout. En fait, je me suis dit, au bout d'un moment, Aline, fais-toi confiance, tu sais ce qui marche. Arrête de vouloir avoir l'impression que le Saint Graal t'est tombé sur la tête, que les petits anges sont venus te bénir et que oh là là, ça fait des papillons dans le ventre et mon intuition sait que je suis dans la bonne direction. Oh tu sais ce qui fonctionne, vas-y. Et des fois, on se torture trop à essayer de trouver la solution parfaite, celle avec laquelle on va se sentir aligné, qui va résonner en nous. Et des fois, elle n'existe pas, ou pas encore cette solution, ou voire même, on la trouvera, mais qu'en se mettant en action et en passant par plein de petites étapes avec lesquelles on sera un peu moins aligné ou qui font un peu moins sens. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi se botter les fesses. C'est bien de se dire, est-ce que je suis aligné ou pas ? Oui, non, de savoir où sont les choses, mais de rester assis en attendant la bénédiction, l'alignement et les petits anges, moi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Et donc, je me dis, bon, Aline, t'as des directions, t'as des choix, tranche, vas-y, et c'est parti, quoi. De toute façon, t'auras pas la bonne réponse. Oui. Dans tous les cas, on l'a pas. Et merci de dire ça, mais je comprends dans quel sens tu veux le dire et je le prends pas. Dans le sens où c'est beaucoup de branlette mentale et du fantasme. D'entendre, à l'époque, on parlait beaucoup de la zone de génie, ça s'est un peu calmé, on en parle, mais voilà. Et des fois, on venait me voir en me disant, oh, j'ai pas ma zone de génie. J'ai pas mon ikigai. Ouais. Mon Human Design m'a dit que j'étais le 4-6.2, ça n'existe pas, pardon, pour celles qui travaillent là-dedans. Mais oui, et en fait, on attend toujours il y a un fantasme, comme tu dis, de la bonne réponse, de la bonne direction, de la bonne zone de génie, du truc. En réalité, toi comme moi, et ça j'en suis convaincue, c'est pour ça que je m'avance, ce qui nous a fait réussir, c'est qu'on a lancé nos programmes, on a vu, on s'est dit, aïe, là, oui, ça c'est pas top, on améliore. Ah, ça, hop, on améliore. Et en fait, on a fait que ça. On a lancé, on a amélioré. On est devenus des décomplexés de l'échec. J'essaie, je teste, je reviens. J'essaie, je teste, je reviens. Donc oui, non, tu as raison de le dire. Les petits anges ne vont pas nous dire, alors tu fais étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et c'est la bonne solution. Chaque étape aura du sens de ouf et tu te sentiras aligné de ouf. Soyons décomplexés de l'alignement. On peut pas être toujours aligné, c'est OK. Soyons décomplexés de l'alignement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Et au cas où, quand même, pour la partie perchée, j'ai qu'une conviction, et là, je n'engage que moi, je ne regarde plus Aline, je n'engage que moi. Je ferme le micro, les yeux et tout. Je suis convaincue que quand on vit des moments de chaos et de tempête, peu importe l'année, tout le monde en aura, c'est qu'on vient justement nous bousculer pour nous dire « Meuf, en fait, tu crois que tu vas rester comme ça sur ton petit plateau bien tranquillement, les pieds en éventail ?» Non, on vient nous bousculer parce que je suis convaincue qu'on a entre parenthèses une mission. Chacun le prend comme il veut, ce mot-là, mais on a une mission et c'est rare que je vois des entrepreneurs, je sais pas, aller faire leur million et rester comme ça, et cool, et ça bouge plus, et tout va bien, et leur équipe va bien, leur business va... Moi, j'y crois pas. Plus de 8 mois, j'y crois pas. Au bout d'un moment, on vient, t'as un truc qui remonte, là, tu sais, ça s'appelle l'URSSAF, les égouts, les collègues, l'équipe, le marché, l'industrie, les clients, puis on se dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, j'étais bien. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, on vient nous réveiller. Et quand on vient te réveiller, je veux juste dire un petit truc, vu qu'on arrive bientôt sur la fin, c'est qu'en fait, on avait besoin de ça. Et je sais pas toi, mais moi, je me suis laissée aller sur des lauriers, sur plein de choses, en me disant, mais moi, ça marche. Je laisse comme ça, je me suis laissée aller. Puis à un moment donné, on m'a mis un coup de pied au cul, on m'a dit, et là, ça marche toujours. T'as pas regardé ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait attention à ça. Là, j'ai fait, ah, merde. Et là, tu te réveilles en te disant, mais merde. Et on est là pour les percher, oui, vous êtes là pour être bousculé, sinon ça ne s'appelle pas une expérience de vie. Tu viens pour expérimenter, c'est-à-dire te casser la gueule, et puis d'autres fois tu kiffes, et c'est parce que c'est haut et c'est bas que c'est bien. Voilà. On est au conseil suivant, comme ça t'a laissé un petit peu réfléchir au cas où. Un truc que tu as envie de dire à une entrepreneur actuellement, pour son business, pour sa vie, pour elle. Oh, j'ai trop de trucs qui me viennent en tête. Je pense que le suivant, c'est choisir les règles du jeu qu'on veut jouer. C'est-à-dire que quelles que soient les stratégies qu'on utilise, l'approche qu'on utilise, les plateformes, les réseaux sociaux sur lesquels on veut se situer, est-ce qu'on fait de la pub, pas de la pub, est-ce qu'on a un tunnel de vente, le business model qu'on veut, la formation en ligne, prestation... Enfin, quels que soient nos choix, il y a des règles du jeu
qui font que j'ai besoin de suivre quelques codes pour que ça fonctionne. On parlait des réseaux sociaux, des algorithmes. Aller sur Instagram et dire non, je vais en faire que à ma tête et ça va fonctionner, en fait, on a une chance sur 1 milliard que ça fonctionne. Je dis pas que c'est impossible, mais une chance sur 1 milliard. VS maîtriser les bases de l'algorithme et de ce que c'est et ce que demande une plateforme comme Instagram, on met quand même un peu plus les chances de notre côté. Donc, je déconseillerais d'être totalement réfractaire à tout ou alors de faire ses choix en conscience. Quelles sont les règles du jeu que j'ai envie de jouer? Et qui est le boss final, j'ajouterais? Le boss final, je ne sais pas si tu m'as compris dans ce que je voulais dire, c'est que après quoi on court. Ouais. Et c'est complètement lié à ce que tu dis, c'est je vais là, et puis là j'ai passé ce palier, tu sais, comme dans les jeux, et puis là je fais ça, et puis là j'en suis là, et puis là j'en suis là. Et à un moment donné, se dire, mais c'est qui ton boss final? C'est quand la fin? C'est quand que tu détermines que tu es arrivé là où tu voulais? Parce que parfois, moi, j'ai pu me perdre. Parfois, à me dire, mais oh là là, j'ai trop de monde dans mon équipe, ou oh là là, moi, je voulais pas être chef d'entreprise, et de me perdre dans des choses qui m'ont dépassé par le succès, de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et je pense que de prendre le temps de se dire, mais c'est quand que j'aurai atteint ce moment où je me dirais, je me trouve bien dans ma vie, dans mon entreprise. Alors ça évolue, parce que sinon, encore une fois, la vie, ça évolue, mais ouais, c'est qui le boss final? Quand c'est qu'on se dira, je suis arrivé à un endroit où je me sens pas trop mal, et le but, quand même, c'est d'être heureux, non? Y a-t-il vraiment un boss final? Suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on est des challengers. Comment tu vois ça, toi, sur ce boss final? En fait, je pense qu'avec mon recul, et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un moment où c'est très dur, mais j'ai réussi à détacher mon identité de mon business. Pendant des années, j'étais mon business. Mon business allait bien, j'étais la queen. Mon business allait un peu moins bien, c'était autoflagellation, syndrome de l'imposteur, remise en question, je vais tout arrêter, etc. Et aujourd'hui, j'ai totalement détaché les deux. Enfin, totalement, non, c'est pas vrai. J'ai bien détaché les deux. Ce qui fait que je suis très heureuse dans ma vie perso, mais je suis beaucoup plus objective et détachée de mon business. C'est-à-dire, mon business va pas très bien, c'est la crise. Ok, mon rôle, c'est de réagir, de piloter, de prendre des décisions, de trancher. Mais je ne perds pas confiance en moi. Au contraire, je me dis, cool, un challenge. C'est là où je vais pouvoir faire mes preuves, etc. Et à contrario, mon business explose, tout se passe très bien, je suis très contente, mais je ne prends pas non plus la grosse tête. Et je trouve qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de boss final. Parce que ce qui nous nourrit et ce qui, pour moi, devrait nourrir une entreprise, c'est toujours d'aller chercher le step d'après. Sinon, si on grossit plus, on est déjà en train de mourir, en fait, quelque part. Mais qu'effectivement, il faut se construire cette bulle et son cocon perso qui reste presque intouchable, quoi qu'il se passe du côté business. Ou après, ça peut être, parce que j'ai pas réfléchi à la question, ça peut être justement sur quel point il y a une finalité, c'est-à-dire toujours plus de quoi? Il peut y avoir toujours plus de challenge, la nouveauté, nouveaux programmes, nouvelles clientes, tu vois, de ce côté-là. Et d'un autre côté, il y en a en termes de chiffre d'affaires, je donne un exemple au hasard, qui vont se dire, là, c'est OK. J'ai pas besoin d'avoir 10 millions. Tu vois, c'est où est-ce qu'on met certaines limites? Mais comme tu dis, en étant des challengers, on a toujours envie de plus, mais jusqu'où? Parce que j'en ai vu, mais tellement, et là aussi c'est important d'en parler, tellement d'entrepreneurs qui se perdent, qui font des burn-out, qui s'épuisent, qui donnent tout. Donc merci de dire ça. Toi, tu as réussi à détacher la femme, ta vie perso, à ton entreprise. Est-ce qu'il y a un petit conseil là-dessus pour ceux qui ne savent pas le faire? Je pense que c'est assez récent. 2 ans. C'est très très récent comme transformation. Hein. Et effectivement, je suis passée par la case, alors sans nommer un burn-out parce que j'ai jamais été voir un médecin qui m'a dit ça, mais la case épuisement extrême, tomber dans les pommes de fatigue ou d'angoisse, je l'ai vécu ça. Et en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est effectivement cette thérapie, coaching, épanouissement côté perso. Moi, c'était trouver une relation après un long moment de célibat, etc. Mais ça ressemblera à beaucoup d'autres choses selon les profils. Mais ouais, c'est ça, c'est construire son estime de soi, son amour de soi et sa confiance en soi de manière décorrélée du business. Et en fait, c'est drôle, mais depuis ce moment, depuis cette transformation et ce switch chez moi, je me rends compte que même parfois, il y a des choses qui vont pas dans le business, mais moi, ça m'empêche pas de dormir, tu vois. Et limite, des fois, je culpabilise en disant, peut-être que je me fais pas suffisamment de soucis, peut-être que je stresse pas assez, tu vois. Quand je compare avant, on en parlait avant pour mon séminaire, je disais, là, je suis hyper sereine, je dors bien, c'est dans 4 jours, tout va bien, etc. Mais il y a 2 ans, l'édition d'il y a 2 ans, j'en dormais pas la nuit, quoi, tellement j'étais anxieuse, que ça se passe mal, ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est important ce que tu dis. Hein. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut craquer dans une entreprise. C'est vraiment ce côté, je donne tout, je donne ma vie, je fais plus rien à côté, je pense qu'à ça. Si ça va pas, je vais pas. Donc c'est important. J'ai des enjeux qui soient émotionnels ou financiers énormes ou autre. Ouais. Prendre soin de soi, amour de soi, t'as dit. Donc souvent, moi, j'avais mis un petit post-it, j'avais mis par amour pour moi.
Et mon post-it, il était sur mon bureau. Et des fois, tu sais, t'es dans ta journée, t'es là, t'enchaînes, tu prends des décisions à la seconde. Et de temps en temps, mon regard, il allait sur ce post-it. Et quand je lisais par amour pour moi, je me disais, oh, mais déjà, j'irai respirer. J'irai peut-être faire pipi. Hein, la pause pipi qu'on oublie des fois parce qu'on est dans notre truc, on mangeait. On a soif pendant 1 heure et on est tellement dans le flow qu'on se dit non, je me lèverai après. Et tu te dessèches pendant ce temps-là. Et je me dis, mais on est folle, on va même pas se lever à la cuisine pour prendre un putain de verre d'eau. Ouais. Alors qu'on a soif, enfin, ouais. On est des fois dans une autre galaxie, mais on le vit folles toutes, furieuses. c'est OK. En tout cas, merci parce que c'était riche et on a parlé de sujets qu'on n'entend pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis hyper contente de cet épisode, que ma communauté te découvre encore plus ou sous un autre angle, avec d'autres conseils. Forever. Si tu voulais leur donner encore un petit message de fin, j'en rajoute une couche. Elle va dire que... Aurélie, il y a 10 messages de fin, quoi. Et ça s'arrête jamais. On veut continuer, d'accord? Un petit message avant de fermer cet épisode. Je vais te paraphraser d'une chose que tu as dite pendant l'épisode qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'en termes de conseils sur l'entrepreneuriat ou même tout conseil, développement personnel ou tout le reste, on entend vraiment tout et n'importe quoi. Et il faut savoir faire le tri. Même là, dans ce qu'on a partagé, toi et moi, il y a des choses sur lesquelles on a vu qu'on avait peut-être des visions, des convictions différentes. En fait, il faut juste se poser la question et tout le monde, même quand on est le plus grand des débutants, est capable de le faire, de se dire qu'est-ce qui fait sens pour moi et qu'est-ce que je n'ai pas envie d'écouter comme conseil. Et c'est pas parce que nous, on est là depuis des années, que ça veut dire que forcément, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai vécu, ça va être valable pour tout le monde. Pas du tout. Il y a des gens qui vont avoir une expérience totalement différente et c'est OK. Donc, faites-vous confiance pour trier le bon grain de livret et prendre que ce qui vous parle. Waouh, merci. Et suivez votre cœur. Parce qu'on oublie qu'avant tout, on n'est pas venu là pour souffrir. Avant tout, on un est peu quand même, sinon on serait pas entrepreneur. Mais oui, certes. Parce que je le dis souvent, il y a toujours 2 faces dans une pièce. Il y a la liberté, mais il y a les sacrifices. J'ai un business, mais qu'est-ce que j'ai été prête à sacrifier? Parce qu'à un moment donné, tu réussis sans rien faire, sans te bouger, sans te challenger. Personnellement, je sais pas si tu connais des gens comme ça, mais moi, j'en connais pas qu'on réussit juste en ce que ce soit facile. Non. Sinon, il y a pas de business, on est d'accord? Non, parce qu'on entend beaucoup, c'est slow, faut être douce, faut y aller doucement. Oui, ça dépend des ambitions, ça dépend des envies. Tout est possible. Vraiment, pour conclure, c'est suivez votre cœur. Prenez du plaisir et au lieu de se dire « Oh là là, il faut que je fasse ça dans une contraction au sport, ce que je ne fais pas », on ne peut pas s'expanser et se contracter en même temps. Il faut faire un choix. Donc, si on veut s'expanser, allez-y avec de la joie, du kiff, en vous disant, même si ce n'est pas toujours évident, tu sais quoi, j'y vais all-in, je donne tout, je prends du plaisir. Et en fait, on verra, parce que de toute façon, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, du cœur, du plaisir. Et Aline, quel est ton événement du moment? Qu'est-ce que tu as envie de partager à la communauté pour qu'on puisse te retrouver, soit tes réseaux, ton podcast Je pense que le plus simple, pour donner une seule chose, sinon ça va partir dans tous les sens, on va refaire un autre épisode dans l'épisode, c'est Instagram. Ouais. C'est là où je partage, même si c'est parfois un peu en dents de scie en ce moment, toutes les nouveautés, les actualités, les contenus. Et surtout, c'est moi qui gère mes messages privés. Donc, si quelqu'un a envie de rentrer en contact avec moi pour me proposer une candidature de community manager ou autre, par exemple, c'est le meilleur moyen de le faire. Merci. M'écrivez pas sur LinkedIn, je ne lis pas mes messages LinkedIn. Non, mais PS. Non, mais je le dis parce que je reçois des dizaines de messages par jour, je réponds à personne, après on vient me dire tu m'as pas répondu sur LinkedIn. Ah oui, non, je ne réponds pas sur LinkedIn. Parce que c'est un être humain qui a aussi une vie perso, qui a besoin de dormir, de manger, de boire, d'aller aux toilettes. Donc oui, elle ne peut pas tout gérer accessoirement. En tout cas, merci Aline, parce que je sais que tu es bien prise avec ton événement et tout ce que tu fais actuellement, et tu t'es dit, je vais quand même dédier 1 heure au podcast Né pour impacter. Donc merci à toi d'être venue, d'avoir montré que ça se passait pas toujours bien, mais qu'on a toujours des solutions pour avancer. Merci Aline. Merci à toi Aurélie pour l'invitation. Ciao, bye. C'est le cœur enflammé. Merci, c'était top.